Deux questions majeures au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Qui a voulu renverser le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno? S'agit-il d'une alerte sans frais? Les invités sont à mes côtés. Mesdames, messieurs, bonsoir à vous et bienvenue une fois de plus sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats. Nous reviendrons sur les événements de N'Djamena de ce 8 janvier 2025. Tout à l'heure, nous reviendrons sur le film de cette soirée. Mais bien avant, les consultants permanents de cette émission du Point sur l'actualité. André-Christelle Fanga, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Monsieur Nguéné, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Bonsoir à celui dont vous allez présenter tout à l'heure. C'est toujours un très grand plaisir, n'est-ce pas, de croiser le verbe avec lui, puisant dans le sens de la sagesse millénaire, n'est-ce pas, des anciens. Ça, c'est toujours quelque chose de très important pour nous, les plus jeunes, de toujours être assis à côté de ceux qui ont vécu des histoires un peu plus concrètes. Et là, ça nous amène à voir les choses plus claires devant nous. Donc, merci pour l'invitation. Pas de coup de gueule ce soir, DP? Il ne peut pas manquer de coup de gueule, mais comme nous étions dans une lancée, nous sommes dans quelque chose, d'un événement malheureux, donc nous pouvons justement, n'est-ce pas, passer les coups de gueule parce qu'il y en a tellement, ouais, surtout exactement. que nous sommes en période préélectorale au Cameroun, n'est-ce pas, où nous sommes déjà en train de voir comment ça est en train de se passer, où nous voyons quand même une situation critique où toutes les lois sont bafouées, où les menaces sortent de tous les chapeaux, les églises de réveil qui menacent d'être fermées, les évêques qui sont menacés, et tout ça, donc, et les ONG qui sont fermées, et tout ça. Donc vous voyez quand même qu'en réalité, oui, il y a une activité, n'est-ce pas, bouillante, n'est-ce pas, au Cameroun. Mais on se pose la question, mais de qui on a peur? Est-ce que c'est une situation qui fait peur à l'État ou bien à ceux qui dirigent le pays? Oui. Et l'annonce de manière ciblée, n'est-ce pas, de manière un peu voilée de la candidature du président Paul Biya, oui, mais qui confirme déjà que le président sera candidat pour cette élection présidentielle de 2025. Donc, nous sommes en train de justement de regarder, d'observer et de voir comment, si possible, les choses vont se passer dans notre pays. Donc, attendons voir et continuons à scruter, n'est-ce pas, les lendemains, continuons à voir si des situations conflictuelles que nous constatons dans notre pays ne vont pas être, oui, n'est-ce pas, le déclencheur de quelque chose de assez néfaste pour notre pays. Même si c'est ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Bien sûr, on ne souhaite pas. Nous savons tous que le Cameroun est un pays de paix qui aime la paix et donc nous voulons que tout se passe dans la paix et c'est notre prière. Merci. Merci à vous, André-Christelle Fanga, patient parfendum. Vous êtes également avec nous, doyen. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Nguéné, le prince de Matombe. Bonsoir à mon ami le pasteur André-Christelle Fanga, l'homme qui a les versets bibliques chevillés au corps. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec lui. Mais il n'oublie pas que au-delà de la Bible, il y a une réalité, c'est-à-dire les hommes vivent sur cette terre. Et de temps en temps, à l'aune de la sagesse qu'il puise dans cette Bible-là, il essaye aussi d'apporter sa contribution dans la résolution des difficultés que vivent ceux qui vivent sur cette terre. Merci pour sa participation et à nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs, sans oublier nos techniciens, une fois de plus, merci pour votre invitation. Voilà. Et je disais à l'entame de cette émission du Point sur l'actualité, nous n'aurons que deux questions à la une ce soir. Qui et pourquoi, ou du moins qui a voulu renverser le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno? Pourquoi? Et la deuxième question, bien sûr, s'agit-il d'une alerte sans frais pour le président tchadien? Voilà les deux principales interrogations. Mais bien avant d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions, je voudrais tout d'abord qu'avec le concours de la réalisation, qu'on puisse vivre le film de ce qui s'est réellement passé en N'Djamena, la capitale du Tchad, ce 8 janvier 2025. Ce fut une soirée agitée en N'Djamena, la capitale, ce mercredi 8 janvier 2025 aux alentours et à une courte distance de la présidence de la République du Tchad. Environ 25 personnes, à bord de plusieurs véhicules, ont tenté de s'introduire dans le palais présidentiel.
Les assaillants arrivés en groupement ont réussi à poignarder 4 gardes, parmi lesquels un mort, 2 blessés graves. Mais le gouvernement assure qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste. Des enquêtes sont en cours dans le but d'élucider l'attaque à la présidence. Selon le porte-parole du gouvernement, Abdourahmane Koulamala, le procureur de la République fera très prochainement une communication qui éclairera l'opinion nationale et internationale sur les faits et leurs contours. Durant la même soirée, 18 de ces assaillants ont été neutralisés par le dispositif armé déployé au palais. Ces hommes, à en croire le ministre Koulamala, ne possédaient aucune arme de guerre, mais étaient plutôt munis d'armes blanches et de protection traditionnelle, censées les rendre invincibles face aux balles de la garde présidentielle. Si le porte-parole du gouvernement a mentionné que l'attaque à l'arme blanche était peu organisée, il a également rappelé qu'elle a rapidement été contenue par les différentes forces déployées pour la circonstance. Les institutions de l'État sont donc bel et bien debout. La menace a été repoussée, rappelle le gouvernement. Plus de peur que de mal, le peuple peut, je cite, dormir sur ses 2 oreilles, fin de citation, car l'armée veille nuit et jour. Le ministre Koulamala a terminé sa communication par de vives félicitations aux forces armées tchadiennes ainsi qu'à leurs dispositifs déployés. Dans une vidéo tournée en direct du palais présidentiel, quelques minutes après l'incident jugé mineur, le 8 janvier dernier, le porte-parole du gouvernement appelait déjà les citoyens tchadiens à garder leur calme et à ne surtout pas céder aux sirènes de la désinformation. Réitérant que la situation était sous contrôle, 8 de ces assaillants sont actuellement entre les mains de la justice pour besoin d'enquête dans le but de faire la lumière sur les faits ayant entraîné une agitation inédite au sein de la présidence de la République du Tchad depuis l'arrivée au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno. Bégoudé Madone à la plube. Dans quelques instants, vous écouterez la version officielle du gouvernement tchadien, portée justement par le ministre tchadien des Affaires étrangères, par ailleurs porte-parole du gouvernement. Mais je voudrais tout d'abord vous lire ce communiqué, celui du procureur de la République, un communiqué qui a été rendu public ce 9 janvier 2025. Ceci toujours avec le concours de la réalisation. Le parquet d'instance de N'Djamena porte à la connaissance de l'opinion publique que dans la nuit du 8 janvier 2025, aux environs de 19h45, un groupe d'individus mal intentionnés composé de 24 personnes armées à bord d'un véhicule a simulé une panne de leur véhicule et a profité pour attaquer les gardes en fonction devant le portail de la présidence de la République. Lors de cette attaque, les assaillants ont tué 2 militaires et grièvement blessé 5 autres éléments et ont tenté de s'introduire dans l'enceinte de l'institution. En réplique à cette attaque, 18 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. 6 blessés parmi les assaillants ont été enregistrés et admis à l'hôpital pour des soins. Informé, le parquet d'instance a dépêché les services concernés pour procéder à des investigations, des constats et des constats et prélever justement des indices. Ces actes d'une extrême gravité constituent au regard de la loi pénale des crimes d'assassinat, des coups et blessures volontaires, de tentatives d'atteinte à l'ordre constitutionnel, d'atteinte aux institutions de l'État et la sûreté de l'État, de complot contre l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel. Des enquêtes sont déjà ouvertes pour rechercher et identifier tous les instigateurs, les auteurs, les co-auteurs et bien sûr les complices de ces actes, procéder aux arrestations de ces instigateurs, auteurs, co-auteurs et complices de ces actes afin de leur appliquer la rigueur de la loi. Fait au parquet ce 9 janvier 2025, le procureur de la République, Oumar Mahamat Kedelai. Voilà le communiqué donc du procureur de la République du côté de N'Djamena. Premier commentaire, messieurs, autour de ces événements. Le premier constat, 24 assaillants selon le procureur de la République, 18 assaillants ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité. 6 blessés parmi ces assaillants ont été enregistrés. Quelques éléments de forces de défense et de sécurité ont malheureusement perdu la vue dans cette attaque. André Kistelfanga, d'entrée, quelle analyse faut-il faire de la situation compte tenu justement du contexte tchadien?
coup d'État ou coup d'éclat, au regard de tous les événements relayés aussi bien par le porte-parole du gouvernement que par le procureur de la République? Je pense que c'était un coup d'État. Un coup d'État manqué. Oui, un coup d'État manqué. Parce que c'était bien préparé pour justement atteindre, n'est-ce pas, les institutions de la République. Oui. Et quand vous suivez très bien le communiqué, n'est-ce pas, du procureur, tout est bien défini à l'intérieur. Je pense que c'était un coup d'essai et qui s'est soldé par un échec. Parce que là, quand vous vous armez, n'est-ce pas, des amulettes de ces trucs traditionnels, oui, et ne pas prendre des armes lourdes, parce qu'en réalité, c'était l'objectif, n'est-ce pas, parce qu'avec les armes lourdes, vous êtes facilement, n'est-ce pas, identifié et peut-être certaines barrières de police ou de gendarmerie, ils n'auraient pas traversé avec ces armes-là. Donc, il a fallu utiliser d'autres méthodes qui, n'est-ce pas, qui vont, n'est-ce pas, créer la dissuasion ou bien passer inaperçu. Oui. Et donc, il simule une panne justement à l'entrée, n'est-ce pas, aux encablures, n'est-ce pas, de la présidence de la République et directement passe à l'attaque et tout le reste. Donc, je pense que c'est un coup d'État manqué parce que ça a été fomenté, n'est-ce pas, bien organisé pour justement créer la panique, créer la peur, n'est-ce pas, au nouveau maréchal du Tchad et son gouvernement. Coup d'État manqué, pour quelle raison? Qui en veut autant au maréchal Mahamat Idriss Déby? Pourquoi chercher à le renverser? Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'un pays africain et son dirigeant prend des décisions souverainistes, des décisions qui n'est-ce pas, déplaise à un certain nombre d'acteurs ou bien de pays, alors on voit ce genre de choses. On voit ce genre de répression. En fait, c'est un coup d'État de répression. Un coup d'État pour dire, vous avez pris la mauvaise décision. La mauvaise décision, c'est laquelle? C'est de faire partir les bases militaires françaises sur le territoire africain et surtout en N'Djamena. Où N'Djamena, on savait tout ce que c'est l'une des chasses gardées, n'est-ce pas, de l'armée française, l'un des territoires de prédilection de l'armée française pour justement mettre en mal plusieurs États. Parce qu'à partir de la base militaire d'Abéché, n'est-ce pas, la France avait la possibilité d'agir sur plusieurs fronts. C'est-à-dire que ça soit au Niger, que ça soit en Libye, que ça soit au Soudan, que ça soit en Centrafrique, que ça soit au Cameroun et peut-être même en Guinée équatoriale et au Tchad même. Oui. Donc, vous voyez, le démantèlement de cette base-là fait justement, n'est-ce pas, très mal à la métropole, très mal à la France. Et donc, il faut faire payer, n'est-ce pas, le maréchal du Tchad, le prix de sa soi-disant de rébellion ou bien de son désaccord, alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que... À vous écouter, la France n'y est pas, ou du moins, n'est pas étrangère à ce coup d'État. On connaît les méthodes françaises, on connaît les méthodes françaises, c'est comme ça qu'elle est habituée à travailler. Ce logiciel n'a jamais été changé, c'est-à-dire... Quand vous devenez un État souverain, ou bien vous cherchez votre souveraineté, alors la France cherche à vous déstabiliser pour mettre un homme lige à cet État-là. Donc, nous savons tous qu'à chaque fois qu'un État africain décide de prendre ses responsabilités, ou bien le dirigeant de cet État-là décide de prendre les responsabilités pour rendre son pays souverain, son pays véritablement indépendant. Vous savez qu'on nous a donné des indépendances factices sur les bouts de papier. Et donc, le projet qui suit après cette décision, n'est-ce pas, de souveraineté de votre État, c'est les tentatives de déstabilisation, c'est les tentatives de coup d'État, c'est les organisations, vous allez voir. Comme la presse occidentale n'a plus pignon sur rue en Afrique, c'est-à-dire qui créent des coups d'État parfois imaginaires ou bien des situations conflictuelles imaginaires, et vous créez soi-disant des marches, n'est-ce pas, imaginaires. Aujourd'hui, ils essayent n'est-ce pas, de coopter quelques brebis égarées venus du Niger, venus de la Libye, venus du Soudan, quelques brebis égarées qu'on essaie de recruter et faire croire que non, c'est eux qu'on utilise, n'est-ce pas, pour commettre ce genre d'exactions ou bien de coups d'État ou bien de déstabilisation de certains États. Donc, nous savons tous que la France est derrière cette machination et elle ne va pas cesser parce que
justement le Tchad, après une résolution claire, c'est sa souveraineté, devenir un véritable État souverain. Et ça, c'est visible et palpable. Voilà. Nous avons pris la réaction officielle du procureur de la République. Prenons cette fois la version du gouvernement tchadien, ceci par le biais justement de son porte-parole, par ailleurs ministre tchadien des Affaires étrangères. Alors, ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, un ou deux véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence. Et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Alors, le premier constat qu'on a fait, le procureur de la République donnera des explications plus précises dans les heures qui suivent. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, et avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Et il semble que ça soit quelque chose d'assez incompréhensible. Probablement pas. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. Mais il semble que l'acte terroriste ne me paraît pas crédible personnellement puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculations autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire d'ailleurs autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là. Nous avons de notre côté perdu une personne, 2 personnes grièvement blessées qui sont à l'hôpital. Le gouvernement joue la transparence la plus totale dans cette affaire. Il n'y a aucune menace. Mais j'ai déjà fait une intervention sur les réseaux sociaux en direct de la présidence et je crois que ça a permis de rassurer beaucoup de personnes. Alors, ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément. Voilà, la réaction donc du porte-parole du gouvernement, Patient Parfendom. Il y a des points de ressemblance avec, du moins entre les deux sorties, que ce soit la sortie du procureur de la République ou encore celle du porte-parole du gouvernement. Mais il y a tout de même des incohérences quand on nous parle de coup d'État. C'est vrai la thèse, le porte-parole du gouvernement lui-même a parlé d'une tentative de déstabilisation éradiquée, mais au regard de ce qu'il décrit, parlant d'une voiture tombée en panne à l'entrée de la présidence avec des assaillants qui n'étaient absolument pas armés, ou du moins qui étaient armés, mais pas le matériel nécessaire quand il s'agit justement d'une tentative de déstabilisation. Est-ce qu'on pourrait, au regard de tous ces éléments qu'il relève, parler réellement d'une tentative de déstabilisation? Je crois que la communication des autorités tchadiennes est d'un flou artistique hors norme.
personne de sérieux qui analyse sérieusement ces situations ne peut tenter de valider une quelconque thèse d'un quelconque coup d'État. Il s'agissait de quoi? Quand on prend d'assaut la présidence de cette façon, Patient Parfendom, mais même les... Est-ce une bande de délinquants égarés qui fait éruption au palais? Même les yeux drogués au plus haut niveau, c'est quand même distinguer bagage qui est lourd. Comment les gens qui ont les couteaux vont aller à la présidence avec le couteau, disent qu'ils vont faire un coup d'État? C'est un coup d'État quoi? Il est mystique, il vient de Allah, d'où? Surtout que certains abhorraient justement des gréguis censés les protéger contre les balles de la garde présidentielle. Donc, vous pensez que ces gars sont fous à ce niveau? Premièrement. Deuxièmement, je rappelle quand même que face à des gens qui n'avaient que des armes blanches, à des jeunes qui avaient des armes blanches, dont on n'est pas encore très sûr si ces jeunes ne sortaient pas d'un chantier, parce que les gens qui sortent des chantiers sont souvent sous. Il y a quand même eu près de 2 heures d'affilée de coups de feu à l'arme lourde. Il faut bien que vraiment on nous explique très bien ce qui s'est passé. 2 heures d'affilée de tirs à l'arme lourde pour neutraliser des gens sous, drogués, qui avaient quelques couteaux pour aller tuer le président. Mais est-ce que toutes ces questions se posent quand le palais, du moins le palais présidentiel est pris d'assaut de cette façon, Patient Parfendom? Je continue de vous dire que... Est-ce qu'on va se poser des questions si les assaillants sont armés à l'arme lourde ou alors ils n'ont que les armes blanches, Patient Parfendom? Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Nous sommes en plein 21e siècle. C'est le palais, c'est le palais présidentiel qui est attaqué, qui est pris d'assaut de cette façon, Patient Parfendom. C'est la garde présidentielle tchadienne. Oui. C'est le haut niveau de la sécurité d'un pays. Et on va attaquer ça avec le couteau. C'est une secte. C'est quoi? Non, il faut que la communication tchadienne nous explique un peu mieux. Et puis j'insiste. Il y a des tirs à l'arme lourde. Bon, ou bien alors on dit donc que cette armée, elle a la gâchette tellement facile qu'au moins de petits bruissements du nombre, ils tirent. Premièrement. Et les tirs provenaient de l'enceinte du palais. On n'est pas en train de nous dire la vérité dans cette affaire. On n'est pas du tout en train de nous dire la vérité. C'est quoi la vérité pour vous, Patient Parfendom? Je ne sais pas, mais peut-être que le temps... Quelle est la thèse que vous avancez si vous ne soutenez pas, si vous ne soutenez pas un coup d'État aujourd'hui? Oui, ma thèse, c'est celle d'un conflit à l'intérieur du groupe dirigeant dans le pouvoir tchadien. Des mésententes au sein de... Mais bien sûr, on nous a présenté... Au sein de l'armée ou alors au sein de... Au sein de l'armée et de groupes dirigeants. Il doit y avoir des problèmes là-bas entre eux. Parce que ces gars, la bataille s'est passée, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du palais. Il ne faut pas venir nous raconter des bobards, personne ne peut croire à ça. Mais il y a une enquête qui est ouverte. Peut-être qu'il faudrait qu'on attende les résultats de l'enquête ouverte par le procureur de la République. Laissons les enquêtes qui sont ouvertes. Je dis que je ne vois pas comment des jeunes gens qui ont bu le fofo, armés de quelques couteaux, vont aller se lancer à l'assaut d'un palais présidentiel. De quel pays encore? Le Tchad? Non, quand même, premièrement. Deuxièmement, pour les neutraliser, on met presque 2 heures avec une bataille, tir à l'arme lourde. Non, il faut qu'on nous explique la vérité, ce qui s'est passé. Bon, par contre, ce que je sais, c'est que Yaya Dillo a été tué. Et que ça produit des mécontentements à l'intérieur du clan dirigeant. Oui. C'était pas n'importe qui. C'est le cousin du président. Et que ces derniers jours, pendant l'arrestation de Yaya Dillo, avant Yaya Dillo, la mère de Yaya Dillo avait déjà été tuée. Mais pendant l'arrestation de Yaya Dillo, on a arrêté quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup. C'était le petit frère de feu maréchal Déby Ier. Il est mort ces derniers jours en Égypte, suite des coups violents de torture qu'il avait subis pendant sa détention. À l'intérieur du clan dirigeant au Tchad, là, il n'y a pas la sérénité. Et je peux vous dire que ce n'est que le début. Ce que vous avez vu là. Quand vous parlez de début, vous faites allusion à quoi? Je pense que maintenant que les clans, depuis les Erdimi, c'est-à-dire qui contestaient déjà le pouvoir des Déby, depuis que maintenant que ces gens ont la certitude que
le paratonnerre, ou bien comment le bouclier atomique que constituait la présence militaire française en train de dégager, vous allez voir les problèmes qu'il y aura au Tchad. Et tous les pays en voisinant et environnant doivent renforcer leur sécurité parce qu'il y aura des problèmes. Il y aura des sérieux problèmes au Tchad dans un proche avenir. Quand on analyse profondément les divergences qu'il y a au sein des ethnies, ils sont au moins de 10% de la population qui dirigent depuis le Foluna dans les années 70-75 par là, c'est-à-dire les Gourans, les Agawa et les Arabes. Et les divergences qu'il y a entre ces clans dirigeants qui dirigent d'une main de fer le Tchad aujourd'hui, vous allez bien vous rendre compte que ce n'est pas la sérénité. J'entends les gens crier, oui, ils vont rejoindre là, yes, le peuple tchadien. Quel peuple tchadien? Allez dans les réseaux sociaux, interroger les Tchadiens. Ils savent bien que cette affaire ne les regarde pas. Donc, il n'y a même pas de soutien populaire au pouvoir de Kaka. Dans un pays normal, on aurait vu une déferlante des millions de Tchadiens aujourd'hui soutenant leur pouvoir. Pourquoi ça ne se fait pas, selon vous? Donc, la construction du narratif qui nous a présenté par les autorités tchadiennes, moi, pour l'instant, je ne crois pas. Ça ne me satisfait pas du tout. Deuxièmement, je pense sincèrement qu'il faut qu'on ait le courage de dire la vérité aux Tchadiens, aux Africains. On ne peut pas, pour neutraliser une bande de 24 loupards sous et drogués, tirer à l'arme lourde pendant 2 heures. Il y a un problème. C'est sérieux. À moins que, bon, maintenant, vous commencez à m'expliquer que quelqu'un peut lire le Coran, bien la Bible, et voir comment Dieu lui a dit qu'il suffit de rentrer au palais et tu vas aller tuer le président et puis tu vas t'en sortir là sain et sauf. N'oublions pas ce qui s'est passé au lac Tchad dernièrement. Effectivement, on se souvient des menaces brandies par le président tchadien qui menaçait de quitter justement la force mixte. N'oublions pas non plus. Donc, moi, au lendemain de cette attaque. Et là, quand vous voyez les effectifs, ça dit quand on a sorti la liste de ceux qui ont été tués lors de cette attaque, n'est-ce pas, attribué à Boko Haram. Sauf que c'est vrai qu'à ce niveau également. J'ai suivi Anatole ici ce matin qui m'a beaucoup plu. Le mode opératoire de Boko Haram, sa signature n'y est pas. Quand on regarde très bien ce qui s'est passé et on voit la liste de ceux qui ont été tués au cours de cette attaque, on se pose des questions. Parce qu'il y avait des généraux dedans. Voilà. Et nous sommes très inquiets au vu de la tournure que les choses sont en train de prendre au niveau de N'Djamena. Et nous espérons tout simplement que ce pays ne va pas plonger dans les cauchemars de la violence et de la guerre comme dans les années précédentes. J'ai oublié qu'il y a aussi la question tchadienne, soudanaise dans ce qui se passe là. Avec l'avertissement de Khartoum contre N'Djamena pour avoir laissé la FSR de M. Emeti se servir de la base d'Amdjaras militaire, l'aéroport d'Amdjaras, comme base d'appui pour attaquer l'armée soudanaise. Et je vous rappelle qu'au-delà des Agawa, qui sont en cheval au-dessus des 2 frontières, il y a aussi la question des Janjaweed, qui ont été, avec les Agawa, des soutiens forts, puissants, qui ont permis au pouvoir de N'Djamena de tenir, avec le soutien évidemment de la France, qui faisait reculer les colonnes de rebelles qui partaient du nord du Tchad de manière fréquente, et même de l'Est. Donc, ces 2 éléments qui font défaut en termes de bouclier sécuritaire au pouvoir actuel de N'Djamena, sans oublier les contradictions en interne de ces mêmes pouvoirs, mais laisse croire que peut-être nous sommes dans une situation qui ne respire pas beaucoup la sérénité au sein du clan dirigeant et qui peut être à la base d'une véritable une tentative de prise de pouvoir de manière brutale qui s'est produite hier en N'Djamena et que les pauvres gars qui étaient peut-être sortis d'un chantier, j'en sais rien, sous, comme on vient de nous décrire, ayant de l'alcool avec eux, se sont retrouvés là, comme la plupart du temps, au mauvais endroit. Alors vous en avez parlé, pourquoi vous avez des armes blanches? Mais alors en N'Djamena, moi j'ai été en N'Djamena, il n'y a pas que des armes blanches. Vous arrivez dans un bistrot, vous commandez une bière, quelqu'un sort un pistolet de sa poche. Bon, j'ai vu aussi le ministre qui avait son pistolet bien. Le chef de la diplomatie tchadienne. Oui, mais le contexte oblige, parce qu'il n'y a pas fait d'homme. Il va parler à l'assaut, il va parler à l'assaut des assaillants étant totalement désarmé. Il allait à l'assaut des assaillants. Puisqu'il était sur le terrain. C'est une façon
de parler. Alors, Patient Parfendom, vous parlez de mésentente au sein de l'armée, peut-être, mais également au sein de l'organe dirigeant aujourd'hui. Vous avez également relevé que ces mécontentements pourraient prendre de l'ampleur avec le retrait de l'armée française. Est-ce une façon pour vous d'accorder de l'importance à cette présence militaire française aujourd'hui, Patient Parfendom? On a l'impression que cette présence-là canalisait un tout petit peu les énergies ou encore les égos. Non, elle couvrait le pouvoir. De certains. Non, ce n'est pas ça. Elle couvrait le pouvoir de N'Djamena. Elle couvrait le pouvoir de N'Djamena. Mais bien sûr, vous le savez très bien, vous êtes un journaliste d'investigation. La dernière tentative qui a été, où les rebelles sont arrivés, je crois, presque à la lisière de l'entrée de Palais, qui les a repoussés? C'était l'armée française. Effectivement. Ne faisons pas semblant comme si aujourd'hui on donne l'impression que ce sont des faits qui n'ont pas existé. Donc voilà la réalité. Maintenant que la France n'est plus là, chassée ou pas chassée, maintenant qu'avec ses frères du Soudan, il y a des bisbilles, maintenant qu'à l'intérieur du clan, je veux faire l'économie de comment Madame Déby, le maréchal premier, a été bouté hors de son domicile par l'actuel homme fort. Ça fait qu'il n'y a pas la sérénité au niveau du clan dirigeant. Ça crée beaucoup de problèmes et peut-être que les gens veulent des explications plus claires sur la marche qu'est en train de prendre le pays. Et comme la gâchette est facile de ce côté, ça peut créer donc la situation que nous connaissons. Donc de là à continuer à nous raconter cette fadaise des gens qui étaient qui avaient bu un peu de fofo et qui sont allés tuer un président. Je veux bien y croire, mais pour l'instant, je ne suis pas tout convaincu. Il y a tout de même le mode opératoire, André Kistelfanga, aujourd'hui, qu'on pourrait éventuellement remettre en cause. Armés, du moins, des assaillants qui n'ont que des armes blanches sur eux et qui arrivent de cette façon, tel que décrit d'ailleurs par le chef de la diplomatie, dans un contexte comme celui-là. Vous soutenez la thèse justement d'une tentative de coup d'État, mais est-ce qu'il faudrait pour autant s'en inquiéter aujourd'hui, André Kistelfanga? Il faut être inquiet. On est tous d'accord que les coups d'État, parfois, ne se passent pas comme nous pensons. Ça veut dire quoi? Vous validez le mode opératoire, qu'il soit rudimentaire ou pas. Pour vous, on peut renverser, on peut prendre le pouvoir dans ces conditions. André Kistelfanga. Qui ont été renversés comme ça, avec des couteaux. Ou bien arriver, rappelez-vous, je crois qu'avant le coup d'État, le coup de force au Mali, il y a eu, n'est-ce pas, un coup d'État où le chef de l'armée est arrivé, je ne me rappelle plus bien de son nom, est allé en audience avec le président, demandant des moyens pour justement aller défendre, n'est-ce pas, le pays contre les rébellions. Oui. Après, le chef de l'État a répondu de manière désinvolte en disant qu'il n'y a pas d'argent et tout, mais connaissant toutes les ressources qui étaient dépensées par ce chef d'État malien, là, j'oublie son nom, mais ça va me revenir, mais ce chef d'armée a décidé là, ok, aujourd'hui vous n'êtes plus président. C'est comme ça qu'il arrête le président là dans son palais et il annonce le coup d'État. Aussi simple que ça. On a vu Bédié, par exemple, là, c'est dans le cadre du cercle très restreint. Mais je vous dis que c'est des événements, c'est comme ça. Par contre, là, on parle des assaillants qui viennent du quartier sud de la capitale N'Djamena. Monsieur Nguéné, les coups d'État sont toujours des choses très bizarres, sont toujours dans des choses les plus simples. Et un coup d'État ne se prépare pas pendant 2 jours. Parce que les services de renseignement, s'ils sont efficaces, le découvrent le plus rapidement. C'est des situations, ok, on fait ou on ne fait pas. Ok, décidons-nous. Et surtout qu'il faut le rappeler, oui. Les soldats, que ce soit les soldats tchadiens, ou en fait de cette zone, que ce soit les rebelles, ne comptent que plus sur ces gris-gris pour faire la guerre ou bien perpétrer certaines choses. Parce que c'est des gens qui sont habitués à ce rythme-là, à cette façon de faire là. Vous comprenez un peu? Donc, ils étaient sûrs de leur maraboutage, de leur cordage qu'ils avaient autour des reins, des bras et tout le reste là, que non, ils seront invisibles. Ils vont atteindre le président, n'est-ce pas, aussi facilement, et ils vont le poignarder, s'il faut le dire ainsi, simplement, ou bien le capturer simplement. Donc, ils étaient sûrs de leur maraboutage qu'ils avaient fait pour atteindre le président tchadien. Mais heureusement qu'à la garde, n'est-ce pas, il y avait des hommes qui... Parce qu'il ne faut jamais oublier, jamais un sans deux. Parce que la méthode utilisée, c'était justement d'envoyer les gens devant, et que s'ils réussissent, n'est-ce pas, à pénétrer, oui. Qu'il ne vous dit pas qu'il y avait une autre colonne
qui était en observation pour justement arriver en position, en attente, pour que les autres donnent le signal que c'est bon, avant arriver pour que ça soit véritablement ce coup d'État programmé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dire ou bien éliminer la thèse, n'est-ce pas, du coup d'État, vraiment, c'est être dans la mauvaise foi. Sachant que la France est en difficulté au Tchad. La France veut absolument découdre, n'est-ce pas, avec les présidents révolutionnaires. Donc pour vous aujourd'hui, le maréchal... Monsieur, ne me coupez pas. Je vous coupe pas, je vous relance. Je vous rappelle qu'à la mosquée, Assimi Goïta a failli être égorgé. Oui. Je vous relance. C'est un coup d'État. Si vous voulez tuer le président de la République à la mosquée avec un couteau, ce n'est pas un coup d'État. C'est un assassinat. Ben, écoutez, n'est-ce pas le pouvoir change de main, vrai ou faux? Le pouvoir change de main, vrai ou faux? Si le président est assassiné. Donc, aujourd'hui, c'est les mêmes méthodes. Assimi Goïta a été attaqué dans une mosquée avec un couteau. Donc, ne disons pas que... Donc pour vous, le maréchal est en train de payer ses positions souverainistes. Exactement, ce n'est pas à se discuter. Nous savons tous que le Tchad va passer des moments très difficiles parce que la France ne va pas accepter un seul instant de rester comme ça sans répression. Je voudrais vous rappeler deux événements extrêmement importants. Que le Tchad, n'est-ce pas, et son leader charismatique, M. Mahamat Idriss Déby, maréchal aujourd'hui, fait par le peuple, n'est-ce pas, a pris des décisions extrêmement importantes. Vous vous rappelez des 120 soldats américains qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient une position au Tchad. Le maréchal a demandé à ces Américains de partir. Et dès qu'ils sont partis, ils ont été immédiatement remplacés par des instructeurs russes. Alors, quand vous prenez une décision pareille, les États-Unis peuvent vous regarder comment? Ils vont vous regarder en regard d'amitié ou bien ils vont vous garder dans... Ils vont dire, ah bon, ça c'est un affront. Deuxième des choses, en une période où on disait tout le monde que la Russie est une peste infréquentable, le maréchal du Tchad a pris ses pieds et est allé en Russie, tête à tête avec le président de la Fédération de Russie. Ce qui a donné des tournures, ce qui a donné des maux de tête, ce qui a donné, n'est-ce pas, à M. Emmanuel Macron. Et la boucle pour boucler le tout, le démantèlement de la base française au niveau du Tchad. Alors là, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. On va tout essayer contre le maréchal. On va même créer des narratifs, n'est-ce pas, du style que non, il y a des problèmes entre Mahamat Idriss Déby et sa belle-mère, ou bien sa mère, n'est-ce pas, l'épouse de son feu papa, n'est-ce pas. On va créer des histoires où entre les généraux, ils ne s'entendent pas. Mais je pense qu'avant d'avoir le grade de maréchal, aujourd'hui, il a eu le temps de discuter avec certains généraux. Je pense qu'il y a eu des discussions franches avant d'atteindre, n'est-ce pas, ce niveau-là. Il y a eu des concertations avec toute la société civile. Et d'ailleurs, l'élection présidentielle est une marque, n'est-ce pas, de confiance que le peuple tchadien est remis à son leader charismatique, n'est-ce pas, toute la notoriété, toute la légitimité nécessaire. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, après avoir remporté une élection aussi brillamment comme celle-là, et dire que non, le président Mahamat Idriss Déby ne jouit pas, n'est-ce pas, de la popularité au niveau du Tchad. Non, monsieur. Le président maréchal du Tchad aujourd'hui jouit de toute la légitimité nécessaire. C'est justement parce que les politiques, n'est-ce pas, étrangères veulent manipuler l'opinion en faisant croire que non, il y a instabilité, il y a désordre, il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, d'organiser les élections législatives, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions pour essayer, pour avoir un parlement, n'est-ce pas, tout neuf, pour avoir des hommes politiques tout neufs, des députés tout neufs. Alors il faut chercher des bisbilles, n'est-ce pas, au Tchad pour essayer de créer quelques foyers de tension. Au Tchad, c'est la sérénité totale. Et que faut-il faire maintenant à André Kissel Fanga, compte tenu justement de ce contexte? Il y a ce retrait des soldats français que vous évoquez. C'est vrai que le Tchad, depuis peu, se tourne aujourd'hui vers une nouvelle forme de coopération hautement stratégique avec d'autres partenaires. Vous avez cité
suscité le déplacement du président Mahamat Idriss Déby du côté de la Russie. C'était précisément au mois de janvier 2024 où il a rencontré son homologue Vladimir Poutine. Est-ce une façon pour vous de dire qu'il faudrait aujourd'hui, au regard de tous ces défis sécuritaires, renforcer encore un peu plus cette relation de coopération? Je pense qu'aujourd'hui, le Tchad a une vision. Laquelle? Le président du Tchad actuel a une vision. Première des choses, le Tchad doit devenir un État souverain. Et toutes les décisions qui doivent aider le Tchad à devenir cet État souverain seront prises. Et je l'avais dit ici sur votre plateau après son élection, que l'un des chantiers qui reste, c'est la base militaire française. Et ça n'a pas été fait. Je pense que quand vous êtes visionnaire... Comme Ouattara. Ben, écoutez, Ouattara, c'est votre problème là-bas. Vos amis français là-bas, voilà. C'est entre vous les Français, n'est-ce pas? Nous, on est les Africains, restons sur le Tchad, nous, on est Tchadiens. Restons sur le Tchad. Nous, on est Tchadiens. Nous sommes d'accord que la vision qui est implémentée par le président Mahamat Idriss Déby, le maréchal du Tchad actuel, n'est-ce pas, est dans une logique de souveraineté de l'État tchadien. C'est-à-dire, c'est les Tchadiens qui doivent décider de leur propre sort. Il n'y a plus question. Ça veut dire qu'au niveau de la sécurité, on ne doit plus également sous-traiter, André Kistel Fanga? Écoutez, la sous-traitance est terminée. Si les Américains qui étaient là sont partis, si les Français qui étaient là sont en train de partir, alors vous n'allez pas nous dire qu'un seul instant, le Tchad n'est pas en train de travailler pour sa souveraineté. La sous-traitance, ou d'ailleurs même il n'y avait pas de sous-traitance parce qu'en réalité, le Tchad ne contrôlait pas cette base-là. Parce que cette base française prenait des décisions. Elle pouvait décoller de N'Djamena pour aller déstabiliser certains États sans la permission de N'Djamena. D'ailleurs, il y a même eu beaucoup de chauffourées, n'est-ce pas, entre les soldats tchadiens et français sur ce territoire-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la vision, elle est claire. Oui. C'est que le Tchad doit devenir véritablement ce pays souverain. Et nous sommes d'accord, nous les panafricanistes, parce que le président Mahamat Idriss Déby aujourd'hui est un panafricaniste pur et dur. Et nous le savons tous et nous voyons des résultats concrets. Nous n'allons pas céder un seul pas de notre victoire panafricaniste à un individu qui se fait croire qu'il vient dire à Mondial Vision que c'est lui qui a donné seulement l'exclusivité d'annonce, n'est-ce pas, au chef d'État africain de dire que non, on démantelait les bases. Monsieur, c'est le combat des panafricanistes qui est en train de faire partie l'armée française sur le territoire africain. Un point, un trait. C'est nous qui avons commencé à dire que ces bases-là sont des problèmes chez nous en Afrique. Le franc CFA est un problème chez nous en Afrique. Donc, si Macron aujourd'hui vient décider que bon, ok, ou bien un chef d'État comme ils ont voulu faire avec Ouattara à une époque de créer le Wakron, c'est-à-dire cet écho farfelu qu'ils ont voulu créer en Afrique de l'Ouest là. Donc, ils vont dire que non, c'est eux qui ont donné l'exclusivité. Non, monsieur. C'est des menteurs, c'est des tricheurs. Ils ne pourront plus voler notre souveraineté dans notre État ou bien notre combat, les victoires que nous engrangeons tous les jours sur le combat. Donc, le président Mahamat est dans une bonne logique. Oui. La logique, rendre le Tchad un État souverain, rendre, n'est-ce pas, un État par l'ADP. Mais bien sûr, rendre un État prospère et donner la possibilité, n'est-ce pas, à tous les Tchadiens, n'est-ce pas, d'être des acteurs politiques, n'est-ce pas, à tous les niveaux, où ce n'est plus par la force ou bien par la violence qu'il faut exprimer ses idées. Parce que les soi-disant Boko Haram n'existe plus au Tchad. C'est des fabrications, n'est-ce pas, des choses françaises. Ça n'existe plus. Même si nous avons vu ces attaques tout de même des pays. Écoutez, nous savons du côté du lac Tchad, le président a lancé... Le président en personne a lancé... Le président en personne a lancé l'opération Ascanit. Et il a menacé de se retirer de la force. On déshabille simplement Saint-Pierre, on habille Saint-Paul. On met juste derrière Boko Haram. Il y a un chantier tout de même, patient parfait d'homme, c'est vrai, je connais votre position et ça tombe bien parce que j'ai des opinions divergentes plutôt sur le plateau. Vous avez émis des réserves tout de même vis-à-vis justement de ces événements enregistrés du côté de N'Djamena ce 8 janvier 2025, mais au-delà justement de ce à quoi nous avons assisté, il y a ces défis sécuritaires qui se présentent aujourd'hui. Vous parlez entre autres de mésententes au sein de l'armée. Il y a la menace Boko Haram qui est là, les menaces elles-mêmes portées justement par le président Mahamat Idriss Déby Itno, la question du Soudan que vous avez relevée, ce n'est pas un tableau réluisant que vous dressez, André Patient Parfait d'homme. Que faut-il faire dans un contexte comme celui du Tchad où nous avons un président qui vient à peine d'être élu et qui doit déjà faire face à ces défis? Patient Parfait d'homme. Non seulement un président qui vient d'être élu, mais ce qui est passé au grade de maréchal. Vous insistez là-dessus. Mais il est. Patient Parfait d'homme. Est-ce vraiment important de faire un crochet sur le titre de maréchal?
quand vous voulez suivre les pas de votre père, comme Fanga le disait tout à l'heure, vous faites tout quand même pour ressembler à papa. Bon, pour l'instant, il est pas maréchal. Peut-être que demain, il sera empereur. On ne sait jamais. Oui, mais s'il répond aux besoins du peuple tchadien, peu importe le titre. Peu importe. Même chancelier. Oui. Allez-y, patient parfait d'homme. Puisque nous y sommes. Donc, je crois que... il y a des défis sécuritaires auxquels il faut faire face aujourd'hui. Oui, et on fait quoi? Mais surtout, il faut tout faire pour ramener l'ensemble des Tchadiens à un même niveau de compréhension des choses, à beaucoup plus de dialogue entre les Tchadiens et à beaucoup plus de sérénité pour reprendre la marche en avant de ce pays qu'on appelle le Tchad. Je continue d'insister lourdement là-dessus, que pour l'instant, la communication gouvernementale était d'un flou hors pair. Hors pair. Je pense que même à leur niveau, ils se posent des questions actuellement, qu'est-ce qui se passe avec ce type de communication? Bon. Deuxièmement, le narratif qui nous a été présenté ne convainc personne, même pas eux-mêmes. Quand vous parlez de communication floue, elles auraient dû faire quoi, les autorités? Non, elles auraient dû nous dire la vérité. Mais là, la vérité n'a pas été dite. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, peut-être, si c'est ce que vous dites dans ce cas. Surtout pour des questions hautement stratégiques comme celle-là. Bon, peut-être. Concernant la sécurité de l'État. Mais vous savez, quand ça commence à pourrir, quel qu'en soit l'esparadrap que vous mettez dessus, à un moment donné, ça ne va pas tenir très longtemps. Donc moi, je pense sincèrement que ce qui se passe au Tchad actuellement est tout simplement le fruit de la décomposition d'un système et d'un régime qui a trop duré au pouvoir depuis l'apparition de Frolina au Tchad et la confiscation du pouvoir par une classe et un clan régnant. Il faut mettre fin à cela. Il faut revenir à des bases qui sont des bases normales où tous les Tchadiens participent à la construction de leur pays. Sinon, je ne serais pas étonné de voir encore d'autres buveurs de fofo et de bili-bili se présenter devant le palais pour aller faire un coup d'État. Comme dit Fanga, c'est-à-dire assassiner un individu devient un coup d'État. Pas forcément. On peut assassiner un haut gradé ou bien un président de la République sans que cela ne soit un coup d'État. Ceux qui ont assassiné John Kennedy n'ont pas pris le pouvoir. Donc il faut bien évaluer souvent ces manipulations de concepts-là. Je dis que ce qui s'est passé là n'honore personne et je pense tout simplement que les autorités tchadiennes comprendront très bien que cette communication n'a convaincu personne et que peut-être qu'ils aient le courage de nous donner et nous dire enfin la vérité de ce qui s'est passé dans l'enceinte de ce palais où pendant près de 2 heures, je ne dis pas de 50 minutes, moi je dis pendant près de 2 heures, c'est un affrontement à l'arme lourde. On ne tue pas un moustique avec un gourdin, ça n'a pas de sens. Bon, à moins que Fanga vienne de nous dire que même les soldats tchadiens croient beaucoup plus à leur gris-gris qu'aux armes qu'ils ont à des mains, ce que je trouve quand même un peu curieux. Voilà, patient, parfait. Donc, dans quelques instants, nous allons également prendre l'avis d'Abdel Djelil Fadoul qui est avec nous sur le plateau. Mais je voudrais d'ores et déjà qu'on puisse afficher les codes d'accès pour permettre aux téléspectateurs de pouvoir également réagir à leur tour. Les questions, on n'arrive même plus à les poser au regard justement de la situation du côté de N'Djamena. Il y a la communication, ou du moins les communications officielles, que ce soit justement la sortie du ministre Koulamala, le chef de la diplomatie tchadienne, ou encore celle du procureur de la République du Tchad. L'enquête a été effectivement ouverte. Pour l'heure, les informations que nous avons à notre niveau, les assaillants au nombre de 25 sur du moins sur 24 précisément. On parle de 18 qui ont été neutralisés justement par l'armée tchadienne. 2 éléments de force de défense et de sécurité tués. Donc pour l'heure, l'enquête a donc été ouverte et on espère que nous aurons plus d'éléments de réponse à notre niveau, même si rien n'a exactement filtré sur les identités des assaillants. Nous ne savons pas si effectivement ceux qui ont été interpellés, ou du moins ceux qui ont pris d'assaut le palais présidentiel, sont affiliés au groupe terroriste Boko Haram. Ce groupe d'ailleurs que les forces armées tchadiennes combattent depuis plusieurs années maintenant, au sein justement de cette force multinationale mixte composée entre autres du Nigeria, du Cameroun ou encore du Niger. Abdel Djelil Fadoul, vous êtes de nationalité tchadienne, merci à vous, vous nous rejoignez à l'instant. Avant d'aller au standard, je voudrais également avoir
avoir votre avis sur ce contexte sécuritaire de votre pays. On a échangé longuement hier au moment des faits. Quelques heures après, avez-vous une idée précise justement sur ce qui a bien pu se passer du côté de N'Djamena? Peut-on entériner la thèse d'une tentative de déstabilisation éradiquée, comme le maintient d'ailleurs le ministre Koulamala, votre chef de la diplomatie? Merci. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à mes chers co-panélistes. Et bonsoir à vous, monsieur Guéné. Et merci aussi de m'avoir passé la parole. Et désolé aussi pour le retard que j'ai accusé. Concernant cet incident malheureux qu'a connu notre beau pays, le Tchad, oui, n'était pas d'abord surprise pour personne. Parce que le président tchadien, lors des messages à la nation, avait prédit qu'il y aurait véritablement de toutes sortes de tentatives de déstabilisation, que ce soit économique, financière et autres. Les Tchadiens s'entendaient à cela. D'autant plus que le Tchad a pris aussi une décision historique de rompre les accords militaires, je dirais même imposés au gouvernement de l'époque, et qui axifie notre pays, parce que les bases militaires françaises ont toujours sémé de désolation dans notre pays. Vous pouvez répéter l'histoire politique du Tchad, quand aujourd'hui on fait croire que le Tchad était un État instable et que les Tchadiens aiment des désordres de la guerre. C'est aussi entretenu quelque part. Sinon, le peuple tchadien est un peuple pacifique, solidaire et hospitalier. Comment serait-il que toutes ces guerres, j'allais dire, ne finissent pas dans notre pays? Et j'aimerais vous le dire. Vous savez, ces bases sont les pinesses du peuple tchadien. Et M. Guéné, vous savez de quoi se nourrit une pinesse? Du sang humain. Du sang humain. Voilà, depuis, j'ai tendance de dire et de prendre l'exemple sur la guerre civile de 1979. Comment les bases militaires françaises ont joué des duplicités, ont aidé à certains moments tous les chefs des différentes tendances pour entretenir la guerre davantage. Parce que les déclarations des chefs des tendances de l'époque qui accusent la France d'aider tel cas ou tel cas à un moment donné. Et cela justifie d'ailleurs leur maintien, leur présence sur notre sol de manière comment on appelle permanente, j'allais dire. Et c'est pourquoi, depuis tout ce temps, les rébellions n'ont jamais cessé de se créer. Les Boko Haram, tous les désordres. Et tant que ces bases seront au Tchad, les désordres ne termineront jamais. Mais là, les bases sont démantelées. Les bases sont démantelées. Et c'est au même moment que nous enregistrons justement ces événements. Vous savez, la récente... Comment on interprète cela? Est-ce un vide sécuritaire que la France est en train de laisser au regard du contexte, ce contexte que vous décrivez? Le Tchad est un pays sahélien, et les pays sahéliens qui ont, avant le Tchad, qui ont mis la France, comment on appelle, à la porte, ont eu affaire à des attaques plus violentes que celles d'hier. Et maintenant, dans le cas du Tchad, l'attaque d'hier, j'aimerais d'abord présenter mes condoléances aux victimes dans les côtés des forces de l'ordre et de sécurité, et aussi m'incliner devant les mémoires de ces vaillants combattants qui ont vraiment arrêté l'assaut soudain contre la plus haute institution de la République. J'ai fait allusion à la présidence de la République. Vous savez, la communication du ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement fait croire que c'est un désordre téléguidé. Et il n'arrive même pas à connaître l'issue et les enjeux de ces... Mais tout porte à croire. Vous y croyez également?
Je crois fermement. Vous croyez qu'il s'agissait réellement d'un désordre téléguidé? D'un désordre qui ne vise qu'à s'aimer, à déstabiliser le pays. Qui ne vise qu'à déstabiliser le pays. Et si notre pays se déstabilise, cela profiterait. À qui profite le crime, comme vous avez l'habitude de poser cette question? Et si jamais notre pays est en désordre permanent et qu'il y a des guerres qui se rêvent, cela justifierait le maintien des bases étrangères et autres. Donc c'est pourquoi nous Donc ils n'ont pas intérêt à voir le Tchad se stabiliser. Se stabiliser, justement. Voilà. Merci à vous, Abdel Djelil Fadou. Je pense qu'on va donner la parole à nos téléspectateurs qui vont également nous donner leurs avis sur cette tentative de déstabilisation manquée du côté du Tchad, si on s'en tient justement jusqu'ici à la version officielle, celle du chef de la diplomatie tchadienne, par ailleurs, porte-parole du gouvernement, le ministre Koulamala. Au standard, allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Fanga. C'était un coup d'État qui était en cours au Tchad. C'était un coup d'État. Mais je voulais saluer le président tchadien qui a fait déjouer ce coup d'État et la population tchadienne. Maintenant, moi, je pose une question à monsieur Ndom. Il y a 2 semaines que nous avons discuté sur la sortie du Premier ministre, le candidat malheureux. Tu as appelé à la population à une marche de changer le pouvoir au Tchad. 3 semaines ou bien 2 semaines plus tard, il y a une tentative de coup d'État. Comment nous expliquons ça? Comment on explique ça? L'ancien Premier ministre, le candidat malheureux, savait qu'il y a un coup d'État qui était en marche au Tchad, ou bien parce qu'il a appelé à changer le pouvoir au Tchad. Comment nous expliquons ça? Comment nous expliquons ça? C'est la question que je pose. Sinon, le pouvoir en France, monsieur Dom, est-ce que le pouvoir en France a changé une fois? Le pouvoir tchadien a trop duré au pouvoir, c'est pour cela que on forme et même créer un coup. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mon grand frère, mon grand frère Dom. Parce que si le pouvoir français, la politique française avait changé, à ce moment-là, le franc CFA n'allait plus exister. Mais le franc CFA est toujours là. Ce qui veut dire que la politique en France n'a jamais changé. C'est les hommes qui arrivent et ils passent. Sinon que le programme politique est toujours là pour mépriser les Africains. Donc le pouvoir tchadien n'a pas plus duré que le pouvoir français. Donc il y a bel et bien un coup d'État manqué hier au Tchad. Je voulais saluer le gouvernement tchadien et la population tchadienne. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de débat, je n'ai pas d'autre chose à ajouter, mais c'est un coup d'État qu'on voulait faire au Tchad et déstabiliser le Tchad. Dieu merci, ça n'a pas réussi, ça n'a pas réussi. Monsieur André Fanga, soyez salué, merci pour tout ce que tu apportes comme soutien aux Africains et au gouvernement tchadien et au peuple tchadien. Sinon que le pouvoir français a trop duré parce que le français n'a jamais changé en France. Donc ça ne veut pas dire que les hommes qui arrivent, ils partent là, c'est ça, les gens sont tous... Non, non, non. Si le pouvoir français change aujourd'hui, le français ne va plus exister. Là, le pouvoir a changé en France. Ce n'est pas le pouvoir des quatre qui a trop duré au pouvoir, non. C'était un coup d'État manqué. Je salue le peuple tchadien et le gouvernement tchadien. Merci, monsieur le journaliste. Soyez salués, le standard, soyez salués. Merci à tout le monde, c'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire, votre avis, il est tranché plutôt. Il s'agissait bel et bien d'une tentative de déstabilisation. Voilà. On va rester au standard et prendre un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Et bonsoir le plateau. Merci, bienvenue. Je suis à Samko, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Je voudrais apporter ma petite contribution. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel et bien d'un coup d'État manqué. Il s'agit bel
Et c'est que quand même je voulais dire au grand frère qui nous a beaucoup instruits et qui connaît et qui continue de nous instruire, M. Pafendom, quand il dit que ce coup d'État intervient parce qu'il y a une minorité qui confisque le pouvoir, alors je vais m'aventurer à lui poser une question. Pourquoi depuis la mort d'Idriss Déby Itno et la succession de son fils, Kaka Déby, avec les différentes bases militaires, on n'a pas assisté à ces choses-là. Jusqu'à hier, lorsqu'on essaie de chasser les forces françaises et américaines du Tchad, et on vient de découvrir ces choses-là. En conclusion, le départ des forces françaises et américaines pourrait avoir un lien. Parce qu'au moment où ils étaient là, ces bases étaient là. Kaka Déby a pris le pouvoir depuis, je crois, la mort de son papa, depuis en 2021. Mais on n'a pas assisté à ces choses-là. C'est parce qu'aujourd'hui, Kaka Déby ne répond plus aux besoins des Occidentaux qu'il tente. Parce que la France l'OTAN ne viendra plus à visage découvert, comme le grand frère Pafendom nous a beaucoup enseigné. Il n'y aura plus des Blancs qui vont venir déstabiliser l'Afrique. C'est des Noirs téléguidés par des Blancs qui vont déstabiliser l'Afrique. Donc, je voudrais dire, et ne pas me poser la parole pour dire que c'est bel et bien un coup d'État manqué et pourrait avoir ses sources par la France. Je vous remercie le plateau. Merci à vous, monsieur Assanko, ou du moins Assanko, j'espère que je prononce bien et que je n'écorche pas votre nom. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard avec ces avis de nos téléspectateurs, télé-auditeurs ou encore auditeurs. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, le doyen. Bonsoir, Pasteur Fanga. M. Nguéné. Allô, bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media. Il faut que le ministre, là, monsieur, tu m'attends? Je t'entends bien, tu vois. Il faut que le ministre, là, M. Nguéné, il nous prend au sérieux. Un coup d'État, ça, là, on n'appelle pas un coup d'État. L'armée, c'est pas comme ça. Hein. L'armée, là, c'est pas comme ça. L'armée, c'est une institution qui met l'ordre dans les désordres. Un coup d'État ne peut pas lever avec 25 personnes, avec un cas de dîner qui vient s'agarer comme une voiture panne à côté de présidence, qui vient garer, qui descend avec des couteaux de coucou, qui poignarde 2 militaires. Vous nous prenez pour qui, là? Vous croyez que le doyen qui vient parler de plateau, là, si c'était langue à Zagawa, ou bien la langue de leur propre pays, là, on ne comprend pas. Mais c'est en français. Hein. Vous nous prenez pour qui, là? 25 personnes peuvent entrer dans un car, venir garer à côté de présidence, une panne de voiture, descendre, poignarder les gardes présidentiels. Vous croyez que les gardes présidentiels, c'est pas des individus? Il faut que... supporter le pouvoir avec la vérité. Supporter le pouvoir, et puis vous dites que des militaires, des individus viennent garer à côté de présidence, et d'autres personnes descendent avec le couteau qui poignardent 2 personnes. C'est le ministre même qui a dit, hein. Ils ont poignardé 2 personnes. Est-ce que le doyen parle là? Le doyen parle la vérité. Pardonnez, élevez le niveau du débat. Ça là, s'il vient nous croire avec la langue Sagawa, là on ne comprend pas. Mais en français, avec ce qu'ils ont donné les explications là, ça c'est pas un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est pas comme ça. Les individus qui viennent garer à côté d'un président, est-ce qu'à côté d'un président, il y a une voiture de panne qui peut venir garer à côté d'un président? À côté d'un président, on peut venir garer une voiture de panne? Pardonnez, hein. Les gars, faut lui mettre là. On est au sérieux. Notre combat là, c'est au sérieux. Voilà, c'est au sérieux, c'est pas du jeu. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Même nos téléspectateurs sont divisés sur le sujet. Je vous vois sourire sur le plateau, messieurs. On va également les écouter. Une fois de plus, on poursuit, on reste au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir à vous. Alors, ça vous dit que ce qui s'est passé au Tchad... Ne cherchez pas à vous réécouter à la maison. Donnez simplement votre point de vue.
Ok. Voilà. C'est juste pour déstabiliser le Tchad. Ça, il n'y a même pas de débat. La France est derrière tout ça. Donc, je trouve que la solution pour le Tchad, c'est de rejoindre l'AIS. Voilà. Il y en a qui ironisent tout de même sur les réseaux sociaux, patient parfait d'homme. Il y en a qui disent qu'on a vu des terroristes en Syrie avec des machettes renverser Bachar al-Assad. Bon, voilà. Ce sont les messages que nous recevons progressivement tout de même. On reste au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, merci Constantin. Bonsoir M. Nguele et bonsoir vos invités, M. Parfait-Dom, M. Christelle Fanga et puis votre invité spécial Lucien. Je vais donner mon avis, hein, ça n'engage que moi. Moi, je fais juste une petite analyse pour comprendre un peu la situation par rapport à la sortie médiatique de porte-parole du gouvernement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les élections législatives au Tchad bientôt. Et M. Kaka Déby est en train de chercher en fait une vraie popularité. Même s'il ne le fait pas comme Poutine dans sa guerre, dans son opération spéciale contre l'Ukraine, où c'est de façon très unanime que les Russes ont vu l'évolution du niveau de vie des Russes par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de Boris Yeltsin en 1991. Aujourd'hui, 79 à 83% des Russes sont derrière lui. Mais le Tchad, c'est un peu très complexe parce que c'est beaucoup de divisions ethniques entre le sud et le nord, et puis des incompréhensions entre les généraux. Donc, c'est un peu comme une sorte de mine antipersonnelle. Si tu marches dessus, par inadvertance, ça fait boum. Maintenant, si je reviens à ce qui s'est passé, lorsque je fais mon analyse, je me dis que, en prenant exemple de ce qui s'est passé en Guinée-Conakry avec M. Doumbia, qui est venu environ avec 1500 hommes, hein, quoi qu'on dise, hein, et ça fait que la garde républicaine même de l'ancien président a dû jeter l'éponge et ne pouvait pas résister à la fureur des hommes de main de M. Doumbia. Maintenant, pour le Tchad, 25 personnes rentrées dans un palais, à moins qu'il y ait des complices internes au sein même du palais présidentiel de N'Djamena, qui ont laissé faire, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué, il y a des divisions internes au sein des généraux, et chaque général a ses petits, ce qu'on appelle des lieutenants, des petits capitaines, des sergents, qui sont aussi peut-être de la même ethnie que M. Kaka Déby, mais quand à M. Nguene, même la France n'a pas dit que c'est elle qui a fait. Donc, il faut comprendre que, quelque part, ce n'est pas quelque chose. Mais la France pouvait-elle publiquement assumer cette tentative de coup d'État? Pardon? La France pouvait-elle publiquement assumer cette tentative de déstabilisation, M. Peter? Il allait donner un discours pour dire que voici les conséquences du fait de chasser l'État français, l'armée française dans son pays, et que la France aurait pu le sauver. Vous comprenez? Il allait trouver un discours pareil. Ça, je vous le dis, parce que je connais très bien. Pas un discours qui était écrit par quelqu'un, c'est le cerveau de Macron qui a parlé. Donc, comme il a parlé comme ça, c'était vraiment sa collègue qu'il a exprimé. Maintenant, M. Kaka Déby envoie un message retour comme de ma paille, et puis subitement, il y a un semblant de coup d'État. Bon, écoutez, peut-être ceux qui ne comprennent pas vont tout de suite voir ça comme dramatique, mais moi, je suis resté très froid, et j'ai observé, je dis que pour moi, c'est une sorte de communication par rapport à sa popularité et par rapport, bien sûr, aux futures échéances législatives qui vont avoir lieu. Sinon, c'est aussi dangereux de le faire parce qu'il ne faut pas provoquer le mot coup d'État. Sinon, le coup d'État même viendra de trouver. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Foyer Média. La réaction de M. Peter, merci à vous. Depuis l'Écosse, d'autres appelants nous rejoignent à l'instant. Je pense qu'on va passer plus de temps que prévu au standard ce soir. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur Nguene, je salue très respectueusement nos invités, nos amis sur le plateau, Monsieur Fanga, le doyen parfait homme. Bonsoir à vous.
Alors, qu'est-ce qui se passe au Tchad? Est-ce un coup d'État? Est-ce une déstabilisation? Est-ce un assassinat? On ne comprend plus rien parce que l'entourage même du président Déby entretient un flou autour de cette affaire-là. Alors, si vous avez bien écouté ce que le ministre, comment il s'appelle, Kola Mala, ce qu'il a dit, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui contrastent avec ce que le procureur a dit. Dans un premier temps, on nous parle d'un seul mort dans le rang des soldats, de choses là, de Vital. Alors ici, on nous parle de 2 morts. Alors, c'est quoi réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a combien de morts réellement? Si déjà il y a de ces éléments-là qui prêtent à confusion, on ne nous permet pas d'opiner correctement sur le sujet. Il faut que les gens soient clairs. Alors, peut-être je suis le seul à ne pas avoir compris comment des gens qui ne détiennent que des armes blanches réussissent à tenir tête à des forces qui détiennent des armes de guerre. Et pendant 2 heures, moi je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui vous empêche de maîtriser correctement des gens qui ne possèdent que d'armes blanches? Alors, le palais d'une république, ce n'est quand même pas un terrain de football. Mais ce n'est pas n'importe quelle maison. D'abord, moi, je ne suis rien, mais vous venez chez moi à tout moment, le portail est tout au moins fermé. Et pour entrer, vous tapez, on vous pose des questions, vous répondez d'abord avant qu'on ne vous ouvre. Et on parle maintenant d'un palais présidentiel. Et on est entré comment? Si les gens ont franchi la barrière, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous ne les gérez pas, on franchit la barrière, vous les tuez automatiquement. Il n'y a même pas de choses de demi-mesure. Alors, s'ils ne sont pas entrés par les voies normales, on ne vous comprend pas du tout. Moi, j'ai analysé tout ça et je retrouve que le verre est dans le fruit. C'est-à-dire que ce qui se passe même, c'est à l'interne là, et on tente de nous voiler la face. Toutefois, on peut se poser la question de savoir à qui profite cela. Si c'est une déstabilisation, si c'est un coup d'État, ça profite à qui? Et bien, quand on jette un regard sur les récents événements avec le Tchad, à savoir, par exemple, les propos, la réaction du président face au bavardage de Paris, si on regarde l'arrivée du ministre chinois, n'est-ce pas? Des Affaires étrangères. Et la réaction du président même l'autre fois, quand il reprochait à certains de ces ministres, c'est-à-dire que le principe qui consiste à rester au bureau et à prendre de faux rapports. Ouais, donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il peut avoir de ces jeux-là. Maintenant, qui a intérêt à faciliter à faire ça? Donc c'est là où on tente de voir la présence, la main noire de Paris dans ça, puisque c'est sa stratégie de se comporter comme ça dans tous les pays d'Afrique francophone. C'est comme ça la France se comporte. Ça fait qu'on ne tarde pas à pointer du doigt la présence invisible de Paris. Alors, face à tout ça, moi je pense que le président Kaka doit faire un nettoyage profond autour de lui. Je dis profond aussi bien au sein de l'armée que dans le gouvernement. Parce que ce qui se passe là, s'il n'y a pas des gens qui sont complices, ça là ne se produirait pas. On est entré au palais comment? Expliquez-nous ça, c'est difficile à comprendre. On a pu entrer au palais comment? C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Et donc moi je pense que le président a intérêt à faire le nécessaire. Sa sécurité importe beaucoup aujourd'hui. Et puis je veux lui demander très respectueusement d'arrêter d'aller sur le terrain. Sur le champ de bataille, il faut qu'il arrête de faire ces genres de sorties. Sinon, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Ok, bonne émission à vous. Merci. Merci pour votre contribution. Vous relevez certaines incohérences, notamment entre les sorties du chef de la diplomatie et celle du procureur de la République. Merci. Vous interpellez également le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Au standard, un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné, et bonsoir à votre infatigable équipe technique. Je pense qu'aujourd'hui, la scène est bien posée. Je vais être très bref parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent participer. C'est Chams de l'Angleterre. Et tout simplement, je voudrais dire, vos invités ont bien parlé. Comment se fait-il que les gens ont bu, je sais pas, du Tchapalo ou bien quelque chose et viennent avec des gris-gris pour attaquer le palais présidentiel avec tant de sécurité aux alentours? Ça, c'est du jamais vu. J'espère que quand même, on aura
les propres informations les jours à venir, sinon pas trop longtemps. Et la seconde chose que je vais évoquer, vous voyez, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu les vraies raisons qui ont conduit à l'assassinat de Papa Déby. Jusqu'à présent. Bon, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est un coup d'État sur le champ de bataille ou bien sa garde rapprochée, quelqu'un parmi sa garde rapprochée, on ne sait pas, M. Nguéné, jusqu'à présent, ce qui s'est passé. Mais quand même, je pense qu'avec le temps, la réalité de ce qui s'est passé le 8 au palais présidentiel va sortir. Et j'espère que notre cher président, depuis qu'il a secoué, je pense, des arbres du côté de Paris, les envols. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et votre équipe spéciale. Chance. Depuis l'Angleterre, merci à vous. Merci d'avoir été bref pour laisser de la place, du moins pour permettre à d'autres téléspectateurs de pouvoir également réagir, mais surtout interagir aux côtés de nos invités qui sont trois, Patient Parfait Ndom, André Kistel Fanga ou encore Abdel Fadoul. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Nguéné. Merci. Bonsoir à tous vos invités. Monsieur Nguéné, cette histoire du Tchad, c'est très étrange et puis ça a pratiquement aucun sens. Je ne comprends pas comment 25 personnes avec des machettes soi-disant peuvent organiser un coup d'État. Donc, il faudra que le gouvernement tchadien nous donne la vraie version de ce qui s'est passé. Et avec les faits qu'on a, on ne peut que se mettre à faire des assumptions. Et d'après ce que je vois, il y a deux assumptions que je peux faire. La première, c'est qu'ils ont organisé leur truc entre eux et ça s'est mal tourné. Et puis bon, c'est sorti ce que c'est sorti. Parce que même le porte-parole du gouvernement ne donne pas des informations cohérentes. Dans le même communiqué, il a des informations qui ne sont pas cohérentes. Ça, c'est de un. De deux, bon, supposons que ce soit... Qu'est-ce que ça veut dire pour le Tchad? Ce que je trouve que ça veut dire, c'est que ça veut dire que c'est un signal très fort de la part de l'Occident pour dire au Tchad, même dans vos palais présidentiels, vous n'êtes pas en sécurité. Et sachez que, et ça c'est pour les gouvernements, les chefs d'État de la sous-région, que regardez ce qui se passe au Tchad. Sachez qu'on peut vous atteindre même où vous êtes. Et ça c'est l'occasion pour eux, le gouvernement de la sous-région et aussi le gouvernement du Tchad, de prendre des mesures sécuritaires plus sérieuses pour non seulement assurer la sécurité du palais présidentiel, mais c'est quand même un palais présidentiel. On ne peut pas franchir les périmètres d'un palais présidentiel aussi facilement. Monsieur Nguéné, c'est Delano depuis le Texas et voilà ma contribution. Bonne continuation de votre émission. Merci à vous, Delano, pour votre contribution ce soir sur les antennes de For You Media Africa. Merci d'être passé une fois de plus. Un autre appelant nous rejoint à l'instant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, For You Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de For You. Bonsoir au doyen Patient Parfait Ndom, qui ne se fatigue jamais depuis plusieurs décennies. Bonsoir à Pasteur Kisel Fanga, un pasteur pas comme les autres, et bien évidemment un autre journaliste pas comme les autres. Merci Nguéné pour tout le travail. Avant tout propos, permettez-moi de rendre hommage et de m'incliner devant la mémoire de 35 soldats jeunes, très jeunes, qui viennent d'être tués dans mon pays par des terroristes criminels, côtiers armés renseignés par la France. Que Dieu, le vrai, et les ancêtres accueillent nos frères qui défendent la patrie dans leur demeure et qui leur pardonnent leurs péchés. À tous les terroristes, nous n'abdiquerons jamais. Et à tous les soutiens du terrorisme, c'est maintenant nous irons au front. Condoléances à tout le peuple béninois. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné,
Vous savez, ce qui s'est passé au Tchad, c'est ce qu'on appelle avec les portables un bip, c'est-à-dire un flashing. Le vrai coup d'État va venir, qui est plus dur et plus intense que ceci. Ce n'est qu'un avertissement pour lui dire de se ressaisir. C'est comme ça Paris fonctionne. Si le message, il va prendre ses responsabilités. On n'a pas besoin de ça, de quelqu'un par 4 moyens qui a fait ça. Comment ça s'est passé? C'est un coup d'État. Et on dit qu'ils maîtrisent toutes nos présidences, ils ont le schéma de tout à Paris. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les enseignements que nous devons tirer de cette situation? Nous devons savoir que ce n'est même plus seulement au Tchadien. C'est pour tous les présidents qui pensent, même le nouveau là, le dernier, ils doivent commencer par faire attention parce qu'il y a des informations qui nous révèlent et qui font état de ce que, bon, ils vont commencer par l'attaquer aussi. Puisqu'il est en train de rejoindre qu'on appelle, ils s'entendent bien avec l'AES pour que le peuple puisse se soulever au niveau du Ghana. Il faut qu'ils prennent. Et à partir de maintenant, il faut que les panafricanistes commencent par comprendre que le panafricanisme, ce n'est pas de la rigolade. Quand ils disaient que Idriss Déby, c'était le pion de la France, hier, moi, je l'ai dit encore. Est-ce qu'ils ont compris aujourd'hui? Ou bien ils ont besoin d'un autre décès pour leur dire que Idriss Déby, c'est un panafricaniste qui est en train d'avancer. Il faut qu'on se ressaisisse, c'est un panafricaniste. Et il faut que nos doyens et la garantie panafricaniste s'organisent pour que nous puissions mettre à des balivernes comme ça et à des comportements dangereux comme ça. Nous savons que personne n'a jamais défié Dieu et le propriétaire de cette lutte, ce n'est rien d'autre que le vrai Dieu et nos ancêtres morts, esclavagisés, colonisés, humiliés. Nous n'allons pas accepter l'humiliation. For you television and overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Monsieur Sidi, merci pour votre contribution ce soir. La principale interrogation, vous l'avez, coup d'État ou coup d'éclat du côté du Tchad au lendemain justement des événements enregistrés dans la nuit du 8 janvier 2025 qui veut renverser le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Et pourquoi? Vous avez également la parole ce soir. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui. Bonsoir, M. Nguéné. Et salut tout le panel. M. Nguéné, le pays de l'AES, quand Assimi Goïta a pris la décision de mettre la France, il a eu combien de tentations? Traoré, la même chose. C'est Tchani qu'on n'a pas encore tenté, mais on l'envoie toujours les terroristes. Ce n'est même pas à demander. On ne demande rien, mais oui, bien sûr, on a fait passer, sortir à base armée française, l'Afrique, bon, bientôt, ça va finir, mais il y a encore la base armée française. Quand on utilise le franc CFA, c'est par là où la France détruit tout. Comme on a, Traoré vous a dit, il y a les incompétents et les compétents, et les incompétents ne s'entendent jamais avec les compétents. C'est le problème de l'Afrique, c'est le manque de solidarité africaine. Ok, voici ce qui s'est passé au Tchad. La zone Semak, on a entendu parler, le président de Semak a dit quoi par rapport à ça? Manque de solidarité africaine, la France va les finir tous. Une fois que l'Afrique ne cherche pas à s'entendre entre eux, et la France va finir one par one. Donc, l'année 2025, c'est la fin des bases armées françaises. Mais de 2025 à l'année 2030, on ne va plus parler de franc CFA. C'est le chef d'État qui ne veut pas sortir dans le franc CFA, c'est la population qui va le mettre hors du pays. On est fatigué. Dans toutes les sociétés françaises, on va commencer à brûler les stations totales. Orange, on saccage les choses. Pourquoi que les Français ne vont pas changer les rythmes? Parce qu'en Afrique, on est des traîtres. La vérité, là, il y a des pays qui jouent au Sahara souris. Ils sont là.
Où ils sont avec l'Afrique, où ils sont avec la France, ils nous disent la vérité. On a compris ce qui utilise le franc, c'est le manque de volonté. Donc on cherche même, on a même donné le poids à la France. La France, chaque jour, la France se gonfle. Quand nos États montrent qu'ils sont des incompétents, donc la France va faire ce qu'il fait là. Manque de solidarité. Donc nous les Africains, les peuples africains vont mettre la France. Comme on a les leaders qui ne veulent pas s'engager sur la France, nous les peuples, on va mettre la France hors de l'Afrique. Donc vraiment, ma part de contribution ce soir, Mohamed ne doit pas compter sur la CEMAC, il va vite vers l'AIS. Parce qu'ici, dans la zone CEMAC, Touadéra a tout fait pour nous sortir dans le CEPA. Non. Donc, bonne soirée, M. Guinée. Merci à vous. Bonne soirée également à vous. Encore quelques minutes à passer à vos côtés, 7 minutes précisément, avant de revenir conclure l'émission aux côtés de nos invités. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Monsieur Guéry, le problème est que la France, c'est la France, c'est pas pour l'État. C'est le 2 ans que la France veut créer au Tchad. Vous me comprenez? Ce n'est pas un coup d'État, on n'attaque pas un pays comme ça, sachant que c'est un pays des guerriers. Vous comprenez? C'est un test que la France fait. Il envoie des gens pour quelle raison? Mais nous devons dire au président Kaka de faire attention à son ancien premier ministre là, Succès Basta. C'est-à-dire qu'il doit être surveillé, il doit être surveillé à lui. Vous comprenez? Parce que la France, cette France hautaine, cette France condescendante a été chassée en Afrique. Et ils ont mal. Ils ont très très mal. Donc nous ne devons pas nous amuser. Hein? Nous ne devons pas, il doit y avoir une permanence de toutes les nuits au Sénégal. Et la population doit faire partie. C'est que la population elle doit être prête d'encercler la façade de France et de nos filles. Donc vous comprenez que nous devons faire très attention. Alors ceux qui parlent, on ne peut pas sortir directement, on ne peut pas chasser les bases militaires et immédiatement être en train de couper les relations financières, c'est-à-dire l'OFRAN CEPA. Non, l'OFRAN CEPA, on attend la fin de toutes les bases militaires et après on va attaquer nos dossiers du l'OFRAN CEPA. C'est un petit peu, on ne peut pas aller tout de coup avec les deux projets. Donc, nous devons faire très attention. Parce que la seule façon que les gars, regardez, 20 personnes avec des vieux camions avec des baskets. C'est des faisans du 2 ans. On a pris des gens pour créer une SPICO. Vous comprenez? Non, on ne fait pas ça au Tchad. On ne peut pas faire ça au Tchad. Kaka dit le maréchal, c'est un homme averti. Il connaît la France. Vous voyez qu'il nous supporte. Il nous supporte. Personne ne pouvait imaginer qu'il va mettre la France devant. Vous comprenez? À la fin, il sera obligé de s'associer au pays de l'Est. Vous comprenez? Parce que si nous prenons ces militaires-là, les civils ne peuvent rien faire. Dans notre Succès Basta, il est aux aguets. C'est l'homme de la France. Il est aux aguets. Et c'est lui qui va dénoncer des choses bizarres, formater des choses bizarres. Donc, on doit le tenir à vue. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci pour l'intervention de vos experts. Merci beaucoup. Nous allons prendre un dernier appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Alors, est-ce qu'il nous reçoit, ce téléspectateur? Le frère Pascal Parfait a raison dans sa défense, dans son explication tantôt, que 24 personnes peuvent faire un coup d'État. Soyons sérieux. Et ces gens-là qui communiquent ne maîtrisent vraiment pas la communication gouvernementale. C'est pas que m'excuse. Je trouve qu'ils n'ont pas de capacité. Parce qu'on ne peut pas mentir à mon horizon un peu de cette manière. Le verre est dans le fruit. Le problème est à l'intérieur.
Et je partage également l'avis de Fanga dans le cadre où il parle sur les actions de Kaka Déby. Il y a le constat que je fais. Un auditeur a dit tout à l'heure que les plans de nos présidences sont entre les mains de ces gens. Donc, si les gens sont entrés avec les couteaux et les fusils ont grondé à l'intérieur, ça veut dire que les fusils ont commencé de l'intérieur. Les gars avec les couteaux n'étaient qu'une façade de premier à l'intérieur. Donc, les gars qui entrent avec les couteaux et les fusils sont dehors, comment ça peut se passer? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je ne sais pas. Le couteau devient le fusil. Et seulement le frère Parfait d'homme, il m'a un peu gêné quand il dit que les Français. Est-ce que doit-on donner une raison à ces gens-là? Parce que quand il dit qu'il n'y aura plus de la paix au Tchad, donc voudrait-il que les bases françaises restent? C'est la question que moi je lui pose. Autant exhorter les Tchadiens à s'organiser pendant que ces gens partent, qu'ils s'organisent entre eux et trouver un compromis, soit une gestion par groupe familial tel qu'il lui-même a démontré. Cette année, c'est ce groupe et celui-ci, c'est celui-là. Est-ce qu'au fur et à mesure qu'il n'y ait pas de tout et que les choses s'organisent comme ça dans leur pays, c'est la manière qui peut apporter la paix. Donc vraiment, je dis grâce que le frère Parfait enlève vraiment ce mot de dire qu'il y aura la paix, qu'il n'y aura plus de paix parce que comme les Français s'en vont, comme les Français, non, l'homme qui part. Quelqu'un a dit qu'au Cameroun, il vaut mieux qu'un diable arrive. Merci, je vous remercie. Merci à vous. Nous revenons définitivement sur le plateau et nous allons conclure d'ailleurs l'émission. Un dernier tour de table rapide. Abdel Fadoul, vous avez souhaité rebondir sur certaines réserves des téléspectateurs justement sur les événements de N'Djamena. Que répondre à ceux qui émettent tout de même des doutes quant à cette tentative de déstabilisation éradiquée? Une fois de plus, merci. Et j'aimerais dire que les téléspectateurs, certains, j'allais dire, qui minimisent l'ampleur de ce qui s'est passé, je crois qu'ils n'ont pas... Certains, comme le dit le proverbe africain, il n'y a pas un petit feu. Peut-être il lui manquerait de combustible. Et ceux qui ne savent pas, la guerre de 1979 a été déclenchée par un tir de sommation. Il a suffi un tir de sommation. Oui. Il a suffi un tir de sommation pour que la guerre commence. Et c'est vérifiable et vérifié. Et maintenant, le Tchad a choisi. D'abord, les raisons aujourd'hui des tensions. Parce que le président l'avait dit qu'il y aurait des attaques et piqûres des attaques. Le Tchad vient d'achever de manière exceptionnelle une période transitoire. Et se balance vers une dynamique panafricaniste du jamais vu. Et c'est pourquoi il faut créer des tensions. Comment ça fait-il que ces gens-là ne visent que la plus grande institution de la République du Tchad, c'est-à-dire la présidence? Aujourd'hui, on minimise l'ampleur de ces dégâts. Oui. C'est de droguer. Mais il faut comprendre également les motivations des téléspectateurs qui minimisent l'ampleur. Abdel Fadoul. Je comprendrai du moment où... Qui ne sont que 24 et qui ne sont pas suffisamment armés pour prétendre faire un coup d'État ou perpétrer une tentative de déstabilisation. Justement, je suis d'accord avec eux qu'un grand pays comme le Tchad ne doit jamais être renversé par 24 individus armés de couteaux. Mais ne vous contentez pas seulement de ce qui se passe. Oui, de la face visible de l'iceberg. De l'iceberg, justement, merci pour le mot. Il y a une enquête qui est en cours, oui. Et il faut essayer de chercher à situer les responsabilités, les vraies motivations de ces bandits criminels et qui les envoie. Parce que maintenant, quand j'écoute la déclaration ou bien la sortie du ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement, oui. Ils ont choisi un couloir bien précis où
qui dirige vers le cabinet de la présidente de la République. Et tout porte à croire qu'il faut faire un désordre, déclencher le fait. Peut-être il y a des puissances ou bien des groupuscules plus armés, tapis dans l'ombre, et ils envoient ces criminels pour ouvrir la malheureuse boîte pour pouvoir créer un désordre. Et dans le désordre, vous savez, on ne peut pas vraiment maîtriser l'issue d'un désordre en avance. C'est pourquoi le président, je salue... pour sortir, je salue la clairvoyance, la promptitude des forces de défense et de sécurité pour étouffer dans l'œuf, j'allais dire, ce qui se passe. Et j'encouragerais aussi tous les ministres de la justice dans sa démarche et que les responsabilités seront véritablement situées, que les ennemis du Tchad n'auront jamais raison sur le grand peuple tchadien. Nous attendons également les résultats de cette enquête ouverte selon le communiqué signé d'ailleurs ce 9 janvier 2025 par le procureur de la République. André Christophe Fanga, les principaux enseignements à tirer de cet épisode malheureux. Les événements malheureux aux États-Unis, je crois que pour ceux qui se rappellent, n'est-ce pas, des attaques de World Trade Center, du Pentagone et tout ça, étaient perpétrés par 4 individus. 4 individus qui ont pris en otage, n'est-ce pas, un avion. Ils ont pris des couteaux, et c'était des couteaux de cuisine, qui ont pu neutraliser, n'est-ce pas, les pilotes et tout ça, et prendre l'avion et renverser, n'est-ce pas, les tours jumelles et tout ce que vous pouvez imaginer, et qui a créé, n'est-ce pas, ce nouveau déclenchement planétaire de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis. 4 individus armés de couteaux. Au Tchad, nous avons 24 individus armés de couteaux, et non seulement de couteaux, mais de gris-gris. Je vous dis, l'armée, n'est-ce pas, dans tous, en fait, la plupart des armées africaines... Les gris-gris sont des armes extrêmement importantes dans la lutte. Ah bon? Je vous dis, allez demander. Les gris-gris sont des éléments extrêmement importants dans l'armée. Allez demander aux ambazoniens. C'est pour les superstitieux. Non, ce n'est pas pour les superstitieux. Allez demander aux ambazoniens ce qu'ils font avec les Odeshi, les pratiques Odeshi, que ce soit les gars du Biafra. Mais je dis bien, même dans l'armée, il y a ce groupement. Il y a des gens qui ne comptent que sur des gris-gris. Donc imaginez-vous alors si dans l'armée, il y a ceux qui comptent maintenant les assaillants, c'est-à-dire ceux qui veulent perpétrer un coup d'État. Il faut que... En fait, ils avaient une très grande confiance à leur gris-gris. Et c'était la mission avancée. Parce que les personnes pensent que non, c'était juste ces groupuscules-là qui devaient faire le coup d'État. Non. C'était la mission avancée pour ouvrir la porte et créer, n'est-ce pas, cette bisbille pour qu'en réalité, il y ait la véritable intervention. Donc, dire que c'était juste des 24 personnes, non. Comment est-ce possible que 24 personnes viennent tomber en panne net devant la présidente de la République et directement commencent à poignarder les gardiens et tout ça et réussissent quand même à pénétrer? C'est parce que justement, pour sortir d'épée, il y avait un plan derrière et ce plan est bien connu de tous. Nous savons tous comment la France fonctionne, a toujours perpétré ses coups d'État. Mais les dozos de M. Alassane Dramane Ouattara, c'était quoi? C'était pas des chasseurs traditionnels. C'est les chasseurs traditionnels qu'on envoyait devant pour essayer de faire croire que non, c'est des rebelles et tout et tout. Finalement, l'armée française, le 43e BIMA et les snipers français et tout le monde s'est mis en jeu avec l'ONU. Après ça. Mais nous tous, on a vu les Comzones, les Dozos et tout ça, croire que non, c'est eux qui venaient, n'est-ce pas, qui ont fait le coup d'État. On a vu comment l'armée française a récupéré M. Laurent Koudou-Gbagbo et son épouse dans le palais présidentiel, après avoir bombardé le tunnel qui était fermé. Ils l'ont récupéré, Mme Simone et le président Laurent Gbagbo, maintenant remettre aux Dozos et aux Comzones, pour dire que c'est les rébellions qui a fait le coup d'État, alors que c'était l'armée française. Merci à vous, André Christophe Fanga. Patient Parfum d'Homme pour sortir de l'émission. Il faut qu'on soit sérieux et vigilant et qu'on ne se laisse pas embarquer souvent par les velléités, les tentatives de certains de nos dirigeants à s'accaparer de pouvoir par tous les moyens. J'étais sur ce plateau avec un jeune qui représentait un candidat pour la diaspora des élections législatives. Il nous a décrit comment les élections se passent, n'est-ce pas, pour les législatives, pour la diaspora. C'était quand même ahurissant, tout ce qu'on a écouté. Ce qui s'est passé au Tchad n'a rien à voir avec ce qu'on nous décrit là.
il faut que le gouvernement ait le courage de dire la vérité si jamais nous aurons le courage de le dire. Mais moi, je pense qu'à l'intérieur, tout à l'heure, tous les spectateurs n'ont pas bien compris ce que j'ai dit. Je disais tout à l'heure que si ça continue comme ça, comme quelqu'un l'a dit, le verre est dans le fruit, nous allons plutôt assister à des développements d'insécurité à l'intérieur du Tchad qui peuvent créer une déflagration qui va déteindre sur les autres pays. Mais c'est ce que nous souhaitons éviter aujourd'hui. Mais pour l'éviter, il faut qu'il y ait des personnalités responsables à la tête du gouvernement tchadien. Et pour l'instant, ce type de narratif qui nous a été présenté, c'est-à-dire que quelques gamins, parce que même leur âge, on a vu leur âge, c'est entre, je crois, 18 et 30 ans, les gens qui sont sous, armés de quelques couteaux, qui vont quand même attaquer le palais présidentiel, sur le fallacieux prétexte de faire un coup d'État. Et on assiste après de 2 heures d'un affrontement à l'arme lourde, des gens qui ont des armes de guerre, qui tirent sur des gens qui ont des couteaux pendant 2 heures. Je vais bien l'accepter et y croire, mais je pense que quand on a envie de faire du panafricanisme un fonds de commerce, il faut savoir s'y prendre de manière intelligente. Là, quand même, c'est tiré par les cheveux. Voilà. Vous êtes resté sur vos positions. Vous êtes resté sur vos positions jusqu'à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter en 30 secondes. Abdeljelil Fadoul, avant de rendre l'antenne. Bon, je dirais, j'allais rebondir sur les propos. On ne va pas refaire le débat, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous aurons vraiment le temps de revenir pleinement sur ça et peut-être nous allons voir la raison et de quel côté. Oui, effectivement. Surtout que nous attendons les résultats de l'enquête ouverte donc par le... N'attendez pas, puisqu'on a déjà commencé à arrêter certains journalistes. Voilà. Je vous donne l'information. Voilà. Fadoul le sait. Donc, les arrestations ont commencé. Ça veut dire dans la chasse aux sorcières pour essayer de nettoyer des gens... Voilà. Merci à vous, messieurs. Les empêcher de tourner en rond. Quelle porte? Messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. André Christelle Fanga, merci à vous. André Christelle Fanga. Nous sommes à la fin de l'émission, messieurs. C'est mot opératoire. André Christelle Fanga, merci. Abdeljelil Fadoul, patient parfin d'homme, les invités de cette émission du Point sur l'actualité. Une fois de plus riche. D'ailleurs, en enseignement, merci surtout à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci à la grande équipe de la réalisation et bonsoir particulièrement à N'Djamena ce soir.